À la suite du sondage réalisé après le précédent webinaire, afin de savoir quel sujet vous souhaitiez voir abordé dans un second webinaire, le sujet venu en premier était l'impact économique de la fièvre Q en élevage. Et c'est donc le thème d'aujourd'hui. Le plan de la session est le suivant, vous l'avez devant vous. Le professeur Raphaël Guateo Doneris abordera les impacts sanitaires et zootechniques de la fièvre Q, quelles données. Ensuite, le docteur Pierre Lemercier, vétérinaire à Mirpex dans les Pyrénées-Atlantiques, traitera de l'évaluation terrain de l'intérêt de la vaccination contre la fièvre Q dans un élevage infecté. Et enfin, le professeur Didier Raboisson, de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, traitera de l'évaluation de l'intérêt économique de la vaccination contre la fièvre Q, approche et hypothèse de calcul. Donc, sans plus tarder, je passe la parole aux intervenants, chacun d'entre eux se présentant au début de sa prise de parole. À toi, Raphaël. Merci beaucoup Christophe de cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par tous les collègues et amis du comité Fièvre Q. Donc en fait, concernant l'évaluation sensu stricto, on va avoir plusieurs interventions ce soir. D'ores et déjà parce que quand on parle d'évaluation d'impact économique, il faut s'entendre sur les critères ou sur les données sur lesquelles on pourra se baser pour évaluer l'impact économique, quelle que soit la maladie finalement. Pour ce qui nous intéresse, en l'occurrence ce soir sur la fièvre Q, on pourrait se baser sur la guérison, sachant que bien évidemment vous savez tous que la fièvre Q est à l'origine d'avortement, donc une fois que l'avortement est arrivé, on ne guérit pas vraiment d'un avortement. Donc il s'agira de savoir si au-delà des avortements, il y a d'autres signes cliniques et notamment quel peut être leur impact économique. Donc c'est ce qui fera l'objet principalement de ma présentation. On pourrait mesurer l'excrétion également. Pourquoi? Parce qu'elle est facile à mesurer aujourd'hui avec des méthodes PCR, dont plusieurs prélèvements. On sait que cette excrétion, elle est liée au risque de transmission de l'infection entre troupeaux, entre animaux, mais également entre troupeaux et également bien évidemment à l'homme. Ça peut poser des risques bien évidemment pour la filière. Donc là aussi, on pourrait se demander comment transformer cet impact ou cette menace en économie. Déjà, il s'agira de savoir si on a un lien entre excrétion et impact sanitaire, donc j'essaierai d'aborder cela aussi. Et puis, concernant l'impact zootechnique, c'est probablement là que se trouve le nœud du problème pour l'évaluation technico-économique, c'est de savoir si cette affection est à l'origine d'impact sur les performances, qu'elles soient de production ou de reproduction. L'inconvénient, et ça vous le savez aussi bien que moi, c'est que ces événements de reproduction sont hautement multifactoriels, donc ce sera toujours difficile, sauf si le design expérimental est très bien mené ou si on a la chance de pouvoir écarter tous les autres facteurs de risque, de pouvoir attribuer spécifiquement l'impact uniquement à une maladie ou à une stratégie de maîtrise. Toujours est-il que pour ça, la clé, c'est bien évidemment de poser un bon diagnostic et d'avoir un enregistrement très fin, très standardisé et vraiment qualitatif des données. Et dans ce cadre-là, je voudrais d'ores et déjà remercier Pierre Lemercier de partager avec nous son expérience de praticien sur un cas qu'il a vraiment super bien mené. Alors du coup, sur la diapositive suivante, je me proposais aussi en introduction juste de replacer avec vous quelques termes et quelques éléments. Souvent, on parle à tort finalement de coût de maladie. Enfin, c'est pas vraiment à tort, mais c'est juste partiel. Il vaut mieux parler d'impact économique. Et cet impact économique, il est le fait à la fois de pertes et de coûts. Les coûts sont assez faciles finalement à identifier, alors même s'ils peuvent être très divers, mais en tout cas, c'est ce qui sort de notre poche. Les pertes, c'est ce qui aura dû rentrer dans la poche et qui n'y est pas rentré. Et finalement, c'est bien ça qui est le plus compliqué à estimer. Et c'est d'autant plus dommageable que ce soit difficile à estimer qu'en moyenne, on sait que pour une maladie donnée, alors ça peut varier entre les maladies, mais retenez ça comme une moyenne, là où on va dépenser 100 euros, généralement il y a 200 euros de perte, hein, on considère qu'il y a 2 fois plus de pertes que de coûts. Alors si on se met dans la situation, merci, impeccable pour l'animation, si on se met dans une situation où on met en place des mesures de maîtrise, quelles qu'elles soient et quelle que soit la maladie, il est évident qu'on va aller, en tout cas ce qu'on va viser, c'est de diminuer les pertes, hein, donc quelque part d'avoir plus de rentrées d'argent. Et il ne faut pas se mentir, logiquement, il devrait y avoir des coûts additionnels, que ce soit des traitements, des vaccins, des mesures de maîtrise, de l'investissement dans le bâtiment, peu importe la maladie. Et donc, on est bien à essayer d'estimer aussi, en tout cas d'avoir un besoin d'estimer ce que j'ai mis en rouge ici sur cet histogramme, à savoir le bénéfice résiduel, hein, qui serait la différence entre les pertes qu'on n'aurait plus et qui seraient donc rentrées dans notre poche et les coûts additionnels. La difficulté, vous le comprenez bien, qu'on va avoir, notamment quand on parle de maladie où le vaccin a un rôle central, eh bien, c'est que finalement, cette estimation économique, je dis pas qu'elle est facile, mais en tout cas, elle est beaucoup plus facile en année N+1 et N+2. On a encore finalement des événements sanitaires qui sont pas trop lointains et une situation très dégradée à comparer. À partir du moment où la situation est stabilisée, on rentre dans une phase où la vaccination, par exemple, ou même d'autres mesures de maîtrise, serait plutôt assurantielle. Ce qui fait qu'il faut plutôt garder en tête l'impact économique de la maladie plutôt que le bénéfice sensu stricto de la mesure, puisque
en fait, il sera difficile à avoir si on part d'une année N sans aucun trouble. Donc, on a bien au départ quel est l'impact d'une maladie, venir y coller possiblement des mesures de maîtrise, et puis ensuite probablement quelque chose d'assurantiel. Et c'est pour ça qu'on aura le plaisir d'avoir avec nous Didier, que je remercie aussi parce qu'il est en Inde actuellement. Donc voilà, on est un peu décalé en fuseau horaire et il nous présentera, on va dire, le cœur du réacteur d'une application qu'on se propose éventuellement de mettre à disposition pour estimer l'impact économique en premier lieu de la fièvre Q. Alors une fois passée cette courte introduction, du coup vous voyez l'articulation des différentes séquences. Donc, moi, ce que je vais essayer de brosser rapidement, c'est qu'est-ce qu'on sait de l'impact clinique de cette maladie, et notamment vis-à-vis de l'impact concernant notamment la reproduction, et d'essayer de transformer ça quelque part en possible impact économique. Alors d'abord, on part de ce qui se dit, bien évidemment, en petits ruminants comme en bovins, les avortements, je pense que ça fait pas un pli. Chez les bovins, on parle aussi d'implication dans les troubles de la reproduction, des fois aussi de mortinatalité, il en va de même chez les petits ruminants. Donc ce que je voulais voir avec vous, c'était balayer un petit peu ça. Alors du coup, sur la diapositive suivante, je voulais juste faire une petite introduction avec vous concernant les différentes études que j'ai pu trouver dans la littérature. En fait, on a trois approches complémentaires si on veut évaluer l'impact de la fièvre Q sur la clinique. Le premier, c'est d'avoir recours à des infections expérimentales. Donc on prend des animaux sains, on les inocule et on voit ce que ça donne. Vous voyez tout de suite la limite, ça doit être très coûteux. En plus, c'est un agent qui est zoonotique. Il faut faire ça dans des circonstances expérimentales bien particulières. Et puis, si on veut vraiment avoir l'impact sur toute une carrière de production, garder les animaux en dispositifs expérimentaux, c'est compliqué. On a des enquêtes ensuite cas témoins où là, en fait, on va se baser sur des données déjà disponibles. C'est l'avantage. Des enquêtes rétrospectives, par contre, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Et là, on comparera des fréquences de troubles, soit entre des troupeaux, on va dire positifs et négatifs, pour faire simple, ou à l'intérieur de troupeaux positifs, entre des animaux positifs et négatifs. Mais vous voyez déjà qu'en fonction du témoin, inter-troupeau, on va dire, et compte tenu du caractère multifactoriel de la reproduction, ça sera dur d'attribuer sensu stricto à une seule maladie. Et puis ensuite, on a les études d'intervention. Qu'est-ce qu'une étude d'intervention? C'est je suis dans un élevage où je pense avoir posé le diagnostic d'une maladie donnée, quelle qu'elle soit, en l'occurrence ici la fièvre Q. Je mets en place une mesure de maîtrise et puis je compare avant-après, ou là encore, je compare des troupeaux en espérant que les situations soient identiques au départ, et vous voyez bien que c'est compliqué, et je comparais des troupeaux où je mets en place des mesures versus des troupeaux où je ne mets pas en place de mesures. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dans la littérature pour répondre à ça? Pas grand-chose. En infection expérimentale, on en a une seule dans chacune des trois espèces de ruminants d'intérêt, une en bovin, une en caprin, une en bovin. En termes d'enquête cas témoin, on n'en a pas beaucoup, et quand on en a, souvent le design expérimental n'est pas très bon. On n'a souvent pas de témoins ou peu de témoins, un nombre très limité d'animaux. Donc je vous ferai état des études qui me semblent vraiment robustes. Et puis en termes d'études d'intervention, là c'est là qu'on en a le plus finalement. Quelles que soient les espèces d'ailleurs, notamment en caprin et en bovin, c'est assez riche, également en ovin. Et l'avantage, le gros avantage, c'est que ces études ont été menées en milieu infecté, qui est vraiment une des caractéristiques, j'allais dire, de la fièvre Q. C'est probablement une des maladies chez les ruminants qui a fait l'objet du plus d'études pour l'évaluation des mesures de maîtrise en milieu infecté, qui est intéressant puisque c'est souvent là, malheureusement, qu'on envisage de mettre en place des mesures de prévention. On est rarement en anticipation, mais plutôt en réaction. Alors du coup, on va commencer par les avortements, juste pour quantifier. Donc concernant les avortements, je reprends un tableau que René vous avait déjà montré lors du premier webinaire. Ce que vous avez ici, c'est des comparaisons de fréquences entre différents groupes, parmi des chèvres qui avaient été soit inoculées avec des souches de Coxiella, puis vaccinées ou non vaccinées, puis on avait gardé également des animaux non inoculés parce qu'on sait que les chèvres ont un taux basal d'avortement qui est quand même non négligeable. Donc vous voyez les différents groupes, 27 chèvres qui n'avaient pas fait l'objet d'inoculation par aucune bactérie, 12 non vaccinés inoculés, 16 vaccinés inoculés. Ce que vous avez, je pense, le plus intéressant à regarder, c'est la ligne qui est surlignée en rouge, les pourcentages d'avortement. Donc comme vous pouvez voir, 15% d'avortement chez les chèvres spontanées, on va dire, 75% d'avortement dans le groupe, 8 chèvres sur 12 dans le groupe ayant été non vacciné, puis seulement un avortement, amenant à 6% d'avortement dans le groupe vacciné. Donc, ce qui amène les auteurs de cette étude, effectivement, à dire qu'on a 5 fois plus de risques d'avorter chez les animaux non vaccinés que chez les animaux vaccinés suite à un challenge expérimental. Alors du coup, quand on essaye de comparer ça à la littérature, donc si on avance sur la présentation, quand on essaye de comparer ça aux données de bovins, donc vous voyez que chez les caprins, quand on inocule, on a 75-80% d'avortements, ce qui est assez en ligne avec ce qu'on observe sur le terrain, avec vraiment des vagues massives d'avortements. Chez les bovins, c'est probablement plus espacé, compte tenu probablement de l'étalement aussi de la reproduction. On n'a qu'une seule étude disponible en bovin, avec inoculation intradermique sur 11 génisses, 11 nullipares. Et vous voyez, je vous l'ai là encore entouré dans le tableau, 2 animaux sur 11 qui ont avorté.
Donc si on avance sur la présentation, du coup, on est bien sur des avortements, là aussi chez les bovins, par contre pas de flambée comme on observe sur les petits ruminants. Et déjà de l'infertilité, vous pouvez le noter, 3 sur 11 de noter. Et quand on passe sur des échantillons un peu plus grands, donc là je vous fais état d'une étude que je vais réutiliser un petit peu plus tard. C'est une grande enquête qu'on avait menée dans le Grand Ouest, dans plus d'une centaine de troupeaux. Là, c'est des données issues de plus de 80 élevages, soit près de 5000 bovins au total, qui avaient fait l'objet d'un suivi sérologique, à la fois en début de suivi, en fin de suivi, mais notamment en début de suivi, pour voir leur statut. Et puis on avait comparé les différentes performances ou survenues de troubles. Et comme vous pouvez le voir ici, les animaux qui étaient séropositifs versus les séronégatifs, donc qui avaient des anticorps par rapport à ceux qui n'en avaient pas, avaient vis-à-vis de l'avortement un risque d'avoir un avortement justement multiplié par 2,5. Et cet effet était significatif. Donc 2,5 fois plus de risque d'avoir des avortements chez les vaches séropositives. Donc en gros, on a vraiment beaucoup de preuves de l'implication dans les avortements. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est intéressant aussi de confronter aux données du terrain. Donc on s'était fait l'écho la dernière fois via Christelle Gache notamment du dispositif Oscar, je vous rappelle, du suivi des causes d'avortement des ruminants. Je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la plateforme ESA pour télécharger le dernier rapport sur les données 2021 qui est disponible. Et donc vous pouvez voir ici, compte tenu du nombre de séries abortives investiguées, que la fièvre Q a toujours sa place sur son podium. Deuxième en bovin, troisième en ovin, premier en caprin, jusqu'à presque 30% des avortements, en tout cas dans le cadre de ce dispositif attribuable à la fièvre Q en caprin, et de l'ordre de 10% chez les bovins. Donc ça confirme bien ce qu'on a en conditions expérimentales ou en enquête cas témoin. Et là, quand on essaie de transformer ça en économie, j'allais dire, c'est variable parce que le coût d'un avortement, il est forcément variable selon le type de production, le moment de l'avortement, si l'animal déclenche une lactation ou pas, si c'est un animal qui avait une forte valeur génétique, si ça aboutit à une réforme prématurée. Mais toujours est-il que si vous regardez la littérature, vous aurez des fourchettes de coûts de l'ordre de 90 à 130 euros pour un avortement en petit ruminant et de l'ordre de 400 à 800 euros en bovin. Alors maintenant, si on va au-delà des avortements, et puis j'en finirai là, eh bien, je reprends mon enquête cas témoin de tout à l'heure, mes 4800 vaches, mes presque 5000 vaches dans mes presque 85 troupeaux. Là, pareil, on a comparé la survenue de rétention placentaire, et là, on entendait bien par rétention placentaire des animaux qui gardaient leur placenta non seulement trop longtemps, mais surtout pour lesquels on avait des signes cliniques qui étaient associés à ça. Et donc là, on se retrouve avec un risque augmenté d'un facteur 1,5, donc c'était 2,5 pour les avortements, c'est 1,5 pour les rétentions placentaires. Et là, quand on recherche dans la littérature le coût d'une rétention placentaire, là encore, c'est très variable. Des fois, ça va être associé à une visite du vétérinaire ou pas, parfois à un traitement, parfois même la définition de la rétention placentaire est très différente. Toujours est-il qu'on a une publication relativement récente, intéressante là-dessus en 2021, qui rapporte donc des ordres de grandeur du traitement sensu stricto de l'ordre de 5 à 10 euros, mais surtout un impact bien plus néfaste du fait de l'impact en production laitière, environ 300 litres par lactation, entre les vaches ayant une rétention placentaire ou pas, et un impact en termes de reproduction avec de 10 à 20 jours de days open en plus. Donc on verra ensuite la transformation économique. Donc vous voyez, les rétentions placentaires, elles sont plus à risque chez les animaux infectés, et ça a un coût non négligeable. Mais ensuite, c'est bien évidemment plus l'infertilité. Donc pour l'infertilité, je vais partager avec vous trois études différentes. Une menée en Hongrie. Donc cette étude-ci compare, alors si on prend la partie gauche du graphique, que vous avez à la fois à gauche et à droite, c'est le pourcentage de bovins séropositifs en ELISA, selon que les animaux étaient gestants ou non gestants, c'est en gris foncé, ou selon que les animaux avaient eu des interruptions de gestation, donc ça c'est pour tous les animaux, et à droite c'est uniquement après la première insémination artificielle, donc finalement les résultats sont assez similaires. Dans les deux cas, que ce soit à gauche ou à droite, donc toujours pareil, en gris foncé c'est gestant non gestant, et puis ensuite c'est plutôt perte de donc mortalité embryonnaire précoce principalement, interruption de gestation sur les gris clairs. Et ce que vous voyez, c'est que on a une nette différence en termes de proportion d'animaux séropositifs entre les animaux ayant des mortalités embryonnaires précoces, en tout cas des interruptions de gestation, versus ceux qui n'en ont pas, qui peut confirmer, en tout cas dans de tels dispositifs, l'implication de la coxielle, de fièvre Q, non seulement dans des avortements quelque part, j'allais dire tardifs, en tout cas visibles par l'éleveur et déclarés comme tels, alors que quand on est sur des interruptions de gestation plus précoces, qui peuvent être d'ailleurs des avortements précoces, qui sont souvent non vus ou en tout cas non déclarés par l'éleveur, et ici on peut voir que la coxielle a probablement un rôle là-dedans. Si on continue la présentation, des études maintenant menées en Espagne, qui sont au nombre de 2, menées notamment dans des très très grands troupeaux. En Espagne, il y a des troupeaux de plusieurs centaines, voire milliers de vaches. Ici, on était sur un essai de terrain réalisé dans 2 troupeaux de vaches laitières hautes productrices,
où ils ont administré le vaccin ou le placebo à différents animaux, donc dans le cadre d'une étude d'intervention, intra-troupeau, le témoin était intra-troupeau, en se disant toutes choses égales par ailleurs que s'ils observaient une amélioration ou une détérioration des troubles de la reproduction suite à la vaccination, c'est qu'on pouvait penser que les troubles étaient attribuables à Coxiella. Et donc, ce que vous avez ici sur ce graphique à gauche, c'est le taux de réussite à la première insémination après vélage. Et puis, ce que vous avez à droite, c'est retranscrit plutôt en intervalle vélage-insémination fécondante. D'accord. Je pense que le plus parlant est sans doute la partie de droite, avec un gain, un différentiel, et c'était significatif, de l'ordre de 14 jours en days open, donc de nombre de jours où la vache n'est pas gestante, entre les animaux vaccinés versus les non vaccinés, donc un allongement quelque part de la période non gestante sur les animaux non vaccinés, en sachant qu'on considère dans la littérature qu'un jour de days open, c'est de l'ordre de 5 euros. Donc on pourrait dire 14 jours, je vous laisse faire la multiplication, on est aux alentours de 70 euros. Pour ce qui est du deuxième cas, toujours en Espagne, là dans un seul troupeau de vaches laitières, mais où ils ont voulu évaluer l'intérêt sur 2 années consécutives, là encore de la vaccination. Toujours pareil, les animaux contrôle, placebo en rouge, vaccinés en bleu, et où là vous pouvez voir le différentiel, à la fois en mortalité fœtale précoce, mais également en repeat breeder, donc des animaux qui ont des retours en chaleur, on va dire, très fréquents. Et donc vous voyez une diminution de l'ordre de 14 points du taux de repeat breeder et une diminution de 8 points du taux de mortalité fœtale. Donc là encore, des arguments en faveur d'un impact majeur de la fièvre Q en termes d'infertilité. Voilà, et donc du coup, dernière chose sur l'infertilité, ce que vous avez ici, c'est les résultats de notre essai Grand Ouest, là sur près de 5000 vaches, où on a pu comparer l'impact de la vaccination, notamment sur les nullipares, sur le total de retours en chaleur, les retours en chaleur précoces ou les retours en chaleur tardifs, qui sont probablement des avortements précoces. Et donc là, on avait un odds ratio de 0,5, donc ça veut dire une diminution des risques chez les animaux vaccinés versus les non vaccinés. Donc en d'autres termes, les génisses, les nullipares vaccinés, notamment avant insémination, avaient un risque de retour en chaleur tardif diminué par 2 par rapport aux animaux non vaccinés. D'accord, avec là encore, toujours pareil, un coût de l'ordre de 5 euros par jour supplémentaire et par vache pour un allongement de l'intervalle vélage-fécondation. Alors du coup, quand on met tout ça ensemble sur la diapositive suivante, sur la mortinatalité, excusez-moi, il y a une dernière diapositive avant la conclusion, c'est sur la mortalité des veaux. C'est une enquête assez récente, 2020, qui a été menée en Suisse dans une vingtaine de fermes qui avaient été sélectionnées pour connaître une mortalité, notamment une mortinatalité de veaux, ordiste aussi très supérieure à la moyenne. Et donc, ce que je vous encourage à regarder, c'est les deux choses que j'ai, on va dire, entourées en rouge. La première, c'est ce que vous avez à droite, c'est le pourcentage de cas dans lesquels aucun diagnostic n'était posé, près de 60% des cas. Donc, on n'est pas là pour dire que tous les troubles sont liés à telle ou telle maladie. Dans 60% des cas, on n'avait aucune idée. Mais par contre, dans les cas où on a eu de la détection, notamment en PCR, en mise en évidence directe, parmi l'ensemble des agents, vous voyez que les agents abortifs, on pense à Chlamydophila, mais notamment Coxiella, étaient et de loin le premier agent identifié. Donc ça aussi, probablement à prendre en compte quand on parle d'impact économique au global, notamment quand il y a des veaux mous de la mortinatalité. Et donc, en termes de production laitière, la donnée la plus robuste qu'on a, c'est en caprin. Avec cette étude ici, donc je vous passe les méthodes statistiques, mais en tout cas, notamment en se basant sur des niveaux d'excréteurs, entre des forts excréteurs ou des plus faibles excréteurs, on se rendait compte qu'on pouvait avoir jusqu'à une réduction de l'ordre de 17% de la production laitière entre des individus fortement excréteurs et plus faiblement ou pas excréteurs. Donc un impact non seulement sur les performances de reproduction, mais également de production. Par contre, chez les bovins, on n'a pas de données aussi quantifiées que ça. Donc, au final, fièvre QI clinique, de quoi est-on sûr? Avortement, non-délivrance, mortinatalité, infertilité pour sûr chez les bovins. Pour ce qui est de la fréquence ou la présence d'endométrite, c'est plus disparate, on va dire, chez les bovins. Pareil pour les troubles respiratoires. Pour ce qui est des petits ruminants, avortement, c'est très clair. Pour le reste, c'est pas ou peu étudié. Donc, au final, quand on essaye de se dire quel peut être l'impact économique, et ça sera ma dernière diapositive, les avortements, on a donc un risque multiplié par 2,5 entre des infectés et non infectés. Et on a parlé d'un coût, on va dire, unitaire d'avortement entre 400 et 800 euros. Quand on parle des métrites, on a effectivement des études qui mériteraient d'être consolidées, mais qui rapportent un risque, là encore, multiplié par 2,5 entre des animaux infectés et non infectés sur la survenue d'une métrite. Et là, tout dépend si on parle de métrites puerpérales, de métrites très graves qui surviennent après le vélage, où là, on est de l'ordre de 480, 500 euros par cas quand on cumule tout.
le traitement qui souvent est assez lourd et la perte de production laitière associée. Et si on parle d'endométrite, donc d'animaux qui, on va dire, ont toujours des écoulements un peu sales, présentent également souvent des problèmes de fertilité, plus de 3 semaines, un mois après mise bas, là on est plutôt sur un coût entre 30 et 60 euros par cas. Pour les non-délivrants, c'est un risque multiplié par 1,5. Je vous disais, une estimation récente dans la littérature fait état de coûts de 330 à 450 euros, pour des cas vraiment avec rétention et signes généraux. Pour ce qui est de la mortalité périnatale et la fertilité, on peut avoir quelques éléments. Je vous disais, ce 5 euros par jour supplémentaire d'allongement de l'intervalle vélage-fécondation. Pour ce qui est de la mortinatalité, on est très dépendant si c'est un veau mâle, bien évidemment femelle, si on est en laitier, en allaitant, mais je pense que là, les éleveurs peuvent avoir, on va dire, une idée un peu plus claire de ce que ça coûte dans leur élevage. Donc, en tout cas, on a énormément de données dans la littérature pour supporter un impact au-delà des avortements, à prendre en compte, bien évidemment, dans l'évaluation de l'impact économique de la maladie. Important, bien évidemment, de l'étudier dans le temps. Donc, c'est ce que va nous montrer Pierre, notamment avec le suivi d'un élevage sur 2 saisons de reproduction. Et puis, la nécessité de produire et de collecter des données qui sont robustes, fiables, standardisées, pour pouvoir, à minima, évaluer l'impact de la fièvre Q et, si possible, comparer différents scénarios de maîtrise. Donc, je vous remercie de votre attention. C'est bon pour moi. Et puis, du coup, je me propose de passer la parole à Pierre maintenant, qui va vous faire se faire l'écho de l'évaluation terrain de l'intérêt de la vaccination dans un élevage. À toi, Pierre. Tu te présentes? Bonjour, j'espère que vous m'entendez. On t'entend parfaitement. Bon, merci. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à faire cette présentation. C'est donc vétérinaire praticien dans les Pyrénées-Atlantiques depuis plus d'une quinzaine d'années. Il se trouve que dans les suivis repro, je me suis plusieurs fois retrouvé, comme beaucoup de praticiens, à se poser la question de l'intérêt de la vaccination, de l'équilibre entre un coût et un bénéfice. Et on a abordé de plus en plus ces questions, et grâce au travail du comité Fièvre Q, on a eu des informations plus fiables sur tout ce qui était diagnostic, la mise en place du protocole OSCAR. Maintenant, il me restait à convaincre des éleveurs sur le terrain et donc à essayer d'aller chercher de l'information quand on vaccinait sur ce qu'on pouvait prétendre comme gain à apporter à l'éleveur. C'est pour ça que la présentation est une évaluation directe de la mise en place de la vaccination dans un troupeau et de ce qu'on a pu observer dans ce troupeau-là suite à la vaccination en comparaison avec l'année la précédente. On va faire une présentation de l'élevage, ensuite des troubles observés et du plan d'action mis en place, et enfin les résultats obtenus de ce retour terrain. Donc l'élevage c'est le GAEC de l'étang, c'est un élevage avec des vaches Holstein Prim-Holstein. On a 3,5 UTH sur l'exploitation, mise en place d'un atelier au vin depuis peu sur l'exploitation. On a un système avec un parcours pour les animaux, mais qui ne représente pas une part importante de l'alimentation, et une conduite historique en lot, avec 2 lots de production liés à des niveaux de production, un lot début de lactation et un lot fin de lactation, et on a 2 lots également au tarissement. Pour poursuivre la description de ce troupeau, vous retrouvez la description qui se fait sur 2 périodes différentes, donc 22 septembre 2020, 22 septembre 2021 et 22 septembre 2021, 22 septembre 2022. Ça nous servira pour la suite par rapport notamment à cette étude comparative de la vaccination, un an avant, un an après. On s'aperçoit qu'on a eu peu de variations de l'élevage sur cette période-là, avec à peu près 90 vaches en lactation, un rang de vélage moyen qui bouge pas trop, des taux de réforme assez proches. Donc un troupeau qui en lui-même, dans sa structure, a peu changé entre la première et la seconde année. Si on va sur la performance laitière cette fois, on s'aperçoit que c'est un troupeau qui, alors pour une production laitière brute moyenne, on est entre 11 et 12 000 litres par vache et par lactation. On s'aperçoit que sur une durée de 305 jours, on est entre 10 300 et 11 000. Bon, c'est cette partie-là qui est la plus intéressante à relever, parce qu'on note en effet entre la première année et la seconde une baisse significative de 9% de la production brute moyenne entre les 2 années, avec quelque chose de très stable au niveau des taux par contre. Ensuite, pour ce qui est de la reproduction en termes de stratégie, c'est un troupeau alors dans lequel
Je suis, moi, la repro tous les mois depuis 10 ans et on a mis en place un système avec l'éleveur et il se trouve qu'on forme un binôme dans cet élevage-là sur le suivi repro depuis longtemps, ce qui permet aussi une connaissance du troupeau, une confiance de l'éleveur qui fait qu'on peut envisager régulièrement de faire évoluer les pratiques. Donc on a mis en place depuis 5 ans un suivi de note d'état corporel à chaque animal observé en suivi. On a travaillé sur la période d'attente volontaire, on a réduit progressivement pour essayer d'améliorer les performances, notamment de fertilité, et qui aujourd'hui amène l'éleveur à mettre à la repro des animaux à partir des fois de 55 jours même post-vélage, dès qu'on a une expression de chaleur nette. Et c'est un troupeau dans lequel il y a une IPE, insémination par l'éleveur, qui a été mise en place fin mai 2022 sur un parcours de formation où on l'avait également accompagné sur la repro. Voilà, donc c'est quand même un contexte particulier d'élevage où on a vraiment un suivi régulier, en confiance, qui permet aussi d'avancer et qui permet des fois aussi de pouvoir mieux évaluer l'impact de notre travail en élevage. Les vaccinations qui sont mises en place régulièrement sur ce troupeau, alors depuis 2 ans, il y a une vaccination FCO du troupeau qui a été mise en place. Et on a une vaccination pour les mammites colibacillaires, notamment la prévention des mammites colibacillaires, avec un protocole de vaccination tous les 3 mois, maintenant depuis 4 ans, qui avait été interrompu un temps, mais qui semble amener des résultats intéressants dans ce troupeau, qui est un troupeau en stabulation et repaillé. Donc pour ce qui est des événements qu'on a pu observer dans le troupeau, en fait, du fait d'avoir un lien régulier et de confiance avec l'éleveur, on a une veille sanitaire qui est mise en place dans le troupeau avec une recherche systématique lors des suivis lorsqu'on a une suspicion d'avortement embryonnaire ou une suspicion surtout d'avortement précoce. Il y a une déclaration systématique par l'éleveur, ce qui nous amène sur le tableau suivant. Alors il est un peu chargé, mais c'est l'ensemble des observations qui ont pu être faites lors des événements sanitaires et l'ensemble des analyses qui ont été faites. On peut juste passer à la diapo suivante. Et il y a eu... voilà. Donc voilà, sur le premier semestre, c'est l'ensemble des analyses réalisées là, sur les événements sanitaires de type avortement sur 2020, 2021, 2022. Avec au premier semestre 2020, on avait juste eu un prélèvement d'avortement. Sur le second semestre 2021, on avait eu 6 prélèvements d'avortement avec différents stades de gestation lors des avortements. On avait eu à un moment une sérologie positive en BVD qui nous avait amené à faire une recherche en BVD, on va dire, assez urgente et qui s'était révélée comme a priori négative sur des sentinelles. On avait eu fait une PCR de fièvre Q sur le lait de tang qui s'était avéré être négatif. On avait en début de ce second semestre 2021, qui est devenu positive par contre avec un CT34 en décembre, là, en fin d'année. Derrière, on avait également eu des recherches sur, classiquement, on va dire, sur des sérologies chlamydiose, fièvre Q, avec des taux de séropositivité différents, mais malgré tout, on avait mis en évidence une circulation de chlamydiose, de fièvre Q, d'anaplasmose également sur un avortement. Voilà, on avait différents agents infectieux qui nous interrogeaient à ce moment-là. Et au premier semestre 2022, cette fois, on a eu à nouveau 7 prélèvements d'avortement sur la période. On avait eu un premier prélèvement avec de la PCR réalisée sur placenta parce qu'on n'avait pas réussi à récupérer l'avorton. Bon, tout était sorti négatif sur placenta. Et on avait eu un second avortement où là, on avait réussi à avoir l'avorton et on avait eu cette fois une PCR positive avec un CT33 en vous avez interrogé plus spécifiquement sur la circulation de cette maladie-là, même si les dernières analyses qu'on avait en sérologie étaient négatives. Les 5-6 dernières analyses sérologiques sur avortement s'étaient avérées être négatives. Donc il se trouve qu'à ce moment-là, on avait eu des génisses à mettre en transplantation. L'éleveur était en demande d'aller chercher de la néosporose sur ces génisses-là. Et du coup, j'avais incité à faire de la sérologie fièvre Q pour voir dans ce contexte-là si on n'avait pas un risque. Et c'est là qu'on avait eu 5 animaux sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 6 animaux, on en avait 4 qui étaient séro plus en fièvre Q, et ce qui nous avait alerté. On avait refait des analyses sur des animaux qui étaient sortis séro moins en début d'année en fièvre Q, et 3 sur 3 avaient séro converti. Donc de là, entre la PCR positive sur un avorton et cette dynamique de séroconversion, et on va dire de 100% de ces animaux-là étaient séro plus, on était parti sur un diagnostic en mai 2021 de circulation de la fièvre Q.
Donc on avait basé sur ces éléments-là qui correspondaient à peu près donc, au protocole Oscar avec PCR positif sur contenu stomacal d'avorton et plus de 50% des animaux présentant des signes cliniques 0+. On avait posé un diagnostic de circulation de fièvre Q et d'imputabilité des avortements à la fièvre Q. Donc si on passe sur la diapo qui présente cette fois le schéma de vaccination qui a été mis en place sur la diapo suivante, on a eu une primo-vaccination donc au Coxevac qui a été fait avec 2 injections le 22 juin 2021 et le 22 juillet 2020. 22 juin et 22 juillet 2021, pardon. On a considéré là pour la suite du suivi, tout est discutable, mais on a considéré que le moment où 2 mois après la seconde ingestion, on avait des animaux qu'on mettait à la repro qui avaient eu une couverture complète vaccinale. Donc on a considéré l'année N le 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Et une fois que les animaux mis à la repro étaient correctement vaccinés, on a considéré du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2022 que les données s'appliqueraient sur des animaux issus d'un troupeau complètement et correctement vaccinés contre la fièvre Q. Il est à noter, ça se voyait pas trop sur le tableau d'avant, mais qu'il y a eu en parallèle une étude notamment sur la supplémentation en oligo-éléments qui a pu avoir un impact sur les performances observées, qui correspondrait à peu près à 1/3 des vélages de l'année N et 2/3 des vélages de l'année N+1. Voilà, qui peut avoir également impacté. Donc pour suivre les données, ce qu'on a utilisé, c'est 2 sources différentes. Les données ISALEL, logiciel historique utilisé par l'éleveur, qui lui permet depuis de nombreuses années d'enregistrer ces données et de suivre ces éléments de production. L'éleveur est même formateur pour la mise en place de ce logiciel-là sur le terrain. Et depuis plusieurs mois, on avait mis en place également le logiciel Venotis qui nous permettait de suivre les données troupeaux, adultes et génisses, et sur lesquels on a pu se poser différentes questions, c'est-à-dire qu'une fois de plus, quand on utilise des sources comme ça, quelles sont les données, l'origine des données, toujours un peu difficile de maîtriser tout en termes d'information, mais l'avantage c'est d'avoir quand même des données sur lesquelles on avait une fiabilité, sur lesquelles on pouvait se reposer. Donc ce qu'on a pu sortir comme élément clair, sur l'incidence des avortements, on est passé en année N de 10 avortements déclarés à 4 suite à la vaccination. Donc on a eu une diminution de 60% de l'incidence des avortements l'année suivant la vaccination. Premier point. Deuxième point, sur la santé utérine, on a un nombre de vélages inférieur dans l'année N+1 par rapport à l'année N. On a 13% de vélages en moins. Et malgré une augmentation des non-délivrances, on a pu observer une diminution significative de 47% de diagnostics cliniques de métrite et d'endométrite. Sachant que dans les suivis qu'on fait dans cet élevage, on passe systématiquement au vaginoscope l'ensemble des animaux en post-vélage et à mettre à la repro. Donc on a un diagnostic, on va dire, le plus complet sur le spectre d'animaux entre le vélage et la mise à la repro sur ce qui est des paramètres cliniques, bien sûr pas subcliniques. Mais donc diminution de 47% malgré une hausse des non-délivrances dans ce troupeau-là et une diminution seulement de 13% des vélages. Pour ce qui est des performances repro, on a évalué la fertilité. Au niveau des performances de fertilité, on a eu une amélioration de 14% de la fertilité en IA première et de 15% en seconde, qui nous a permis de réduire de 0,42 IA par IA fécondante, puisqu'on est passé d'un rang moyen d'IA fécondante de 2,2 à peu près à 1,8 en année N+1. Donc on a eu un gain sur l'ensemble des paramètres de fertilité et une réduction donc par suite du pourcentage de vaches à plus de 3 IA, qui a réduit quasiment de moitié. Pour ce qui est donc des paramètres de fécondité, à période d'attente volontaire identique, c'est-à-dire sur cette période-là, on a à peu près mis les animaux à la repro à 68 jours post-vélage, on a eu une diminution nette donc de 17 jours de l'intervalle vélage-IA fécondante et une diminution donc de 23 jours de l'intervalle vélage-vélage. On a des paramètres de fécondité comme de fertilité qui se sont améliorés sur l'année N+1 par rapport à l'année N. Pour ce qui est des paramètres cliniques qui peuvent éventuellement interférer avec la santé utérine notamment,
Et, les fièvres aviculaires, tout ce qui est hypocalcémie clinique, évolution sur ce paramètre-là. Il n'y avait pas eu de changement amené non plus sur la préparation vélage. On a eu à peu près le même taux, on a eu exactement le même nombre de cas cliniques. On n'a pas réalisé d'intervention qui permettant d'évaluer, tant qu'on a un protocole, le risque d'hypocalcémie subclinique dans ce troupeau. On a essayé également de regarder ce qui peut être suspecté, notamment tout ce qui est donc risque de déficit énergétique, de déséquilibre ruminal ou d'excès d'azote soluble à partir des différentes analyses de taux. Globalement, on n'a pas mis en évidence de risque de déficit énergétique, c'est-à-dire avec des TP bas ou des rapports TB5. On n'a pas mis en évidence de déséquilibre ruminal, si ce n'est un léger sur le dernier trimestre 2020, donc qui correspond à l'année N. Et par contre, on a un risque d'azote soluble plus présent sur le second semestre, d'excès d'azote soluble, plus présent sur le second semestre 2021, mais qui est tardif, c'est-à-dire que ça correspondait surtout à des animaux passés les 100 jours postpartum, sachant qu'on les mettait à la repro vers 68, et qu'on sait qu'on a un impact principal de ce facteur-là sur le moment de l'insémination, principalement centré, donc on peut penser que ça avait peu d'impact, et malgré tout, la plupart de cette période-là a représenté un impact sur l'année N+1 plutôt que sur l'année N en termes de performance. Ensuite, l'évaluation du déficit énergétique, plus précisément, on a eu différents marqueurs qu'on peut utiliser. Il y a eu pas mal de bêta-OH qui ont été faits sur la période. On a eu très peu de résultats positifs, en tout cas largement en dessous de seuil de 10 à 15% des animaux dans la fenêtre qui représenterait un résultat supérieur à 1,2 millimoles par litre. On a eu très peu de caillettes, 4 sur l'année N et 3 sur l'année N+1. En suivi repro, on a eu peu d'alertes en termes de notes d'état corporel, de décrochage de notes d'état corporel, ou également en termes de kyste ovarien. On a tous ces éléments-là qu'on pourrait croiser et essayer d'imputer à des risques de déficit énergétique. C'est un facteur de risque qui est présent dans un troupeau avec un fort niveau de production, mais qui semble maîtrisé par rapport à l'ensemble de ces indicateurs et de leur présence dans le troupeau. Donc, en bilan de l'évaluation des facteurs de risque qui ont pu expliquer cette évolution des paramètres cliniques et zootechniques, les conditions de vélage sont maîtrisées, le risque hypocalcémique est maîtrisé, le déficit énergétique semble maîtrisé également, le déséquilibre ruminal, on a une intensité légère de ce facteur de risque, mais plutôt en début d'année N. L'excès d'azote soluble, il est présent un peu à cheval sur la fin de l'année N et le début de l'année N+1, mais quand même plus sur l'année N+1, avec une intensité modérée. La complémentation oligo-éléments, il se trouve que dans le cadre de l'étude qui avait été réalisée de supplémentation, il y avait eu des analyses faites sur les animaux, sur la ration totale mélangée. Il y avait une bonne maîtrise de ces apports en oligo-éléments. Et au niveau stress thermique, on peut penser que vu l'été qu'on vient de passer, enfin qu'on a passé en 2022, et qui s'applique uniquement sur l'année N+1, cette intensité modérée à sévère a plutôt été impactante sur la seconde année, alors que l'été de l'année N était bien meilleur. Je n'ai pas de données chiffrées pour le nombre d'heures passées au-dessus d'un seuil de stress thermique, mais voilà, ça reste une évaluation subjective. Au bilan, étant donné ces éléments-là, on peut partir du fait qu'on a bien mis en place un diagnostic d'imputabilité de la fièvre Q sur les avortements en 2021 avec le protocole OSCAR, en ayant respecté, on va dire, les critères du protocole OSCAR. Étant donné malgré tout, le facteur le plus important, c'est qu'on a eu une baisse quand même de production moyenne de 9% entre les deux années. Considérant que les facteurs de risque sont maîtrisés ou plutôt défavorables aux résultats de la fertilité en année N+1, l'excès d'azote soluble au second semestre, le stress thermique. Et dans ce contexte, on peut penser que on peut définir que la vaccination Coxevac a eu un impact positif sur les performances du troupeau en reproduction et clinique au GAEC de l'étang. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui sur le terrain moi je peux facilement aujourd'hui expliquer aux éleveurs qu'il faut convaincre, à qui il faut ramener des éléments terrain de la réalité de ce qu'on peut avoir quand on a un diagnostic de fièvre Q, de gains qu'on peut avoir cliniques. Reste ensuite à transformer ces éléments-là en économique, ce qui sera certainement expliqué par Didier dans la troisième partie, qui permettra de chiffrer. Mais malgré tout, je vous ai mis rapidement une dernière diapo qui correspond au ressenti de l'éleveur. Aujourd'hui, quand on doit convaincre des éleveurs, savoir qu'un éleveur autour est
qui est convaincu qu'on a des bons résultats, savoir qu'ils sont basés quand même pas uniquement sur une croyance, mais sur des preuves, comme on a pu le faire dans cet élevage-là, et on le fera peut-être pas à ce niveau-là dans tous les élevages. Ça fait assez bien d'avoir un éleveur qui communique et qui est favorable aux résultats qu'il a eu sur son troupeau. Voilà. Donc maintenant, il reste à avoir des arguments qui peuvent être intéressants chez certains, plus rationnels et économiques et avec des données chiffrées. Mais déjà, ces éléments-là sont très favorables pour mettre en place la vaccination et soi-même se convaincre de l'intérêt de vacciner. Je vous laisse la parole. Merci Pierre. Il y a deux questions. Est-ce que tous les animaux ont été vaccinés et combien de doses de vaccin? Ça, c'est la première question. Alors, sur le troupeau, on a vacciné l'ensemble des animaux de plus de 6 mois. Les recommandations du labo sont de descendre aux alentours de 3 mois, si je ne me trompe pas. Mais nous, on a commencé on a vacciné l'ensemble des animaux de plus de 6 mois en primo-vaccination, et il y a eu un rappel annuel qui a été fait avec à nouveau des primo-vaccinations. Merci. La deuxième, rejoignez la première, c'était sur l'âge de vaccination des génisses, ça tu nous as répondu. Et c'était, aviez-vous établi le statut sérologique de tous les animaux en début d'étude? Non, parce que c'est vraiment pas une étude, là c'est vraiment conditions de terrain avec un éleveur, la clientèle avec qui on s'est dit on va vacciner. Moi, parce que quand il faut investir dans un vaccin, notamment un vaccin fièvre Q, l'éleveur se pose des questions. Nous-mêmes, on n'est pas serein parce qu'on se dit si on le fait investir de l'argent et que dans 6 mois, il m'explique qu'il n'a pas d'amélioration, comment je vais faire? Donc là, je sais que voilà, j'ai des choses. Mais c'est vraiment, il n'y a pas de recherche au sens institutionnel ni rien derrière. C'est vraiment un praticien et son client qui ont travaillé ensemble. Merci de ce témoignage et de l'importance de la collaboration entre éleveurs et vétérinaires et techniciens sur le suivi sanitaire des troupeaux. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, il y aura un temps d'échange après la présentation de Didier Raboisson. Et je vais te passer la parole tout de suite, Didier. Tu te présentes en quelques mots et puis à toi. Merci Christophe, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Didier Raboisson, je suis professeur à l'école vétérinaire de Toulouse, je suis actuellement en Inde, donc avec un petit décalage horaire, mais on est encore sur la même journée qu'avec la France, et encore quelques minutes. Donc moi je vais vous présenter sur cette troisième partie, on va dire les grands principes de l'évaluation économique que l'on a fait, qui vont être mis en application dans un outil. Donc l'idée pour vous, c'est d'être utilisateur de l'outil. L'intérêt ici, ou l'intérêt de cette dernière partie, c'est de présenter les grands principes pour l'avoir un petit peu en feedback, le garder en tête, pour pouvoir interpréter de manière la plus adéquate possible les résultats. Donc le principal travail dans le principal intérêt, c'est de simplifier pour permettre une approche pratique en élevage, de simplifier un petit peu la complexité. Et donc pour ça, on a longuement échangé avec premièrement Raphaël sur la partie épidémio, avec une partie de la team Seva pour les éléments autour du vaccin, pour pouvoir définir une approche qui soit la plus pratique possible et qui soit la plus précise possible, avec donc les compromis que je vais essayer de vous présenter. Donc l'objectif autour de ces questions, et je pense que ça a été bien illustré dans les deux premières présentations, l'objectif final, c'était d'évaluer les bénéfices de la vaccination lorsqu'on part en partant d'une situation de circulation avérée de fièvre Q dans un troupeau. Et donc, pour aller à cet objectif final, il y avait une étape aussi d'évaluer l'impact que va avoir la fièvre Q dans l'élevage avant la vaccination. Avec l'outil, on va retrouver ces deux éléments. Alors, on a longuement discuté sur comment s'y prendre et quel résultat donner, et on a adopté une approche de type budget partiel. L'intérêt du budget partiel, c'est qu'il est relativement simple, et vous allez voir tout à l'heure en termes de sortie, l'idée c'était de pouvoir pré-mâcher un maximum de calculs pour que vous ayez un résultat qui soit le plus précis possible, avec un minimum de paramètres d'entrée à renseigner pour une utilisation pratique.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un budget partiel? Donc, un budget partiel, comme son nom l'indique, c'est un budget, donc c'est une traduction monétaire de l'approche économique. Donc, à la fin, on va vraiment avoir des euros, on pourra comparer ces niveaux d'euros. Et on est partiel, ça veut dire qu'on va focaliser, on va faire un certain nombre de simplifications pour aborder le troupeau en comparant deux situations. Une situation de référence qui sera pour nous la situation dans laquelle on a une circulation avérée de fièvre Q dans le troupeau mais on ne vaccine pas, et une situation réelle qu'on aurait pu appeler ici une situation de vaccination. Je vaccine, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir comparer ces deux éléments-là. Et à chaque fois, aussi par simplicité, par habitude, on va comparer les différents points qui vont bouger, les différentes composantes qui vont bouger. On va les regrouper dans deux grandes catégories, les produits et les charges. Donc, on va avoir des produits et des charges qui sont soit en plus, soit en moins. Donc, dans un budget partiel, on a traditionnellement quatre grandes cases. Donc, des produits en plus, des produits en moins, des charges en plus, des charges en moins. Donc, tout ça, vous allez pas le voir, c'est la mécanique qu'il va y avoir derrière. Et je l'ai déjà dit, donc l'idée c'est de simplicité d'utilisation, et les discussions dont je vous ferai grâce aujourd'hui et les résultats ou les décisions qu'on a prises et que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'éviter le risque de sur- ou de sous-estimation dans toutes les maladies. Et plus la maladie va être complexe, plus on a un risque de sous-estimation financière lorsqu'on voit juste une partie du problème. Si on dit la fièvre Q, c'est que des avortements, vous n'avez qu'une partie du problème et vous avez un risque important de sous-estimer, d'où l'intérêt d'avoir un outil qui intègre un maximum de composantes. Et l'autre risque, c'est de surestimer l'impact financier ou de surestimer le bénéfice de la vaccination, en particulier si vous comptez plusieurs fois la même chose. Donc, ce qui est important peut-être de bien comprendre en tant qu'utilisateur, c'est quel raisonnement on a fait, comment nous on a découpé les différentes composantes qui vont rentrer dans l'estimation budgétaire, dans l'estimation financière, et comment on l'a calibré, et comment vous pouvez modifier cette calibration et jusqu'où il ne faut pas la modifier. Alors, diapositive suivante. Alors, juste les grands principes. On est parti, comme je dis, d'une situation de référence, donc un troupeau où il y a une circulation avérée de fièvre Q dans laquelle on ne vaccine pas. Et pour cette situation de référence, pour chacune des années, on est sur un modèle simplifié de budget partiel. Donc, on va considérer un troupeau sur une année donnée de manière statique, on va pas faire de dynamique. On va calculer la perte de production, les pertes de production qui sont liées à la fièvre Q, liées avec un E, pardon. Et on va faire la même chose pour situation de référence. On vaccine pas, on va considérer que la situation est stable sur 3 années. Donc tout à l'heure, Raphaël a commencé à vous expliquer pourquoi on avait choisi 3 années. C'est finalement la période de temps qui nous permet d'être relativement longue pour avoir un raisonnement qui ne soit pas que sur la première année et qui permette d'intégrer le bénéfice qu'on pourrait avoir de la vaccination sur plus d'une année. Et on a considéré, en regardant aussi ce qui était données qui étaient disponibles dans la littérature et aussi sur le terrain, l'évolution qu'il pouvait y avoir, que au bout de 3 années, c'était compliqué, en particulier dans la situation de vaccination qu'on va voir tout à l'heure, c'était quand même plus compliqué d'avoir une estimation économique, budgétaire de ce qui allait se passer. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à 3 ans. Donc ça, c'est notre situation de référence. On considère 3 années avec 3 années équivalentes dans lesquelles on n'a pas de vaccination. Et une des difficultés pour évaluer l'impact économique, c'était, je suis encore sur la première colonne, c'était quantifier un petit peu l'importance de la fièvre Q dans l'élevage. Donc, il nous faut un indicateur d'importance de circulation de fièvre Q dans l'élevage, d'importance d'infection, et on a pris la prévalence ou la séroprévalence comme un indicateur. Et en termes d'utilisation finale, le choix qu'on a fait, qui peut bouger, c'est calibrable, c'est d'avoir 2 grands niveaux, un niveau avec une prévalence qui correspond à 20%, qui sera un niveau qui correspondra à un niveau d'avortement pas trop élevé, et une prévalence plus élevée qui sera de l'ordre de 40%. C'est un petit peu nos 2 grands niveaux d'importance, entre guillemets, de fièvre Q dans l'élevage, et on va pouvoir, en fonction de la situation de terrain, partir sur ces 2 bases-là qu'on pourra faire évoluer. Maintenant, on arrive à la deuxième colonne, on va vacciner. Et donc, on fait le vaccin la première année. Et donc là, on recalcule, on fait le même type de calcul, on recalcule des pertes de production liées à la fièvre Q dans le même troupeau qui a été ou aurait été vacciné. Et donc,
on a une nouvelle prévalence. On considère qu'on vaccine, par exemple, aujourd'hui, on va regarder tout ce qui va se passer sur l'année 2023. Donc, on va recalculer avec à peu près les mêmes types de calculs, à quelques nuances près, pour obtenir des nouvelles pertes. Et on va obtenir des nouvelles pertes qui vont être inférieures aux pertes initiales. On va faire un rappel et donc on obtient l'estimation des pertes pour l'année 2. On va faire la même chose pour l'année 3. Et une fois qu'on est là, on fait la somme de l'ensemble. On va regarder l'animation d'après, s'il vous plaît. On fait la somme. Sur les 3 années, qu'est-ce qui se serait passé si on n'avait pas vacciné, la colonne de gauche? Qu'est-ce qui se passe si je vaccine, la colonne de droite? Et on va, pour aussi les 3 années, calculer le coût du vaccin. Donc, avec ces trois valeurs-là, on a une idée de ce qui se passe et du coût initial par année dans la colonne A, dans la colonne de gauche. On va avoir les nouvelles pertes et le coût du vaccin, donc le bénéfice attendu du vaccin. Alors, j'ai dit que c'était un modèle, encore juste un petit peu avant, j'ai dit que c'était un modèle simplifié et vous voyez, je ne l'ai pas commenté, dans la colonne de droite, il y a marqué une nouvelle prévalence. Donc, chaque année, on va calculer, suite à la vaccination, une nouvelle prévalence. Et c'est là où finalement le modèle est relativement précis. Donc, c'est un budget partiel simplifié, mais qui est statique, mais qui a quand même un petit peu de dynamique de troupeau. On va calculer pour chaque année, lorsqu'on va vacciner, quelle va être la nouvelle prévalence. On va essayer d'estimer le nombre moyen d'animaux contaminés en prenant en compte les renouvellements des animaux, donc les animaux qui vont être réformés, les génisses qui rentrent en production après leur premier vélage et qui auront été vaccinés et donc qui seront protégés contre la fièvre Q. Et on va faire ça pour les 3 années et progressivement, année après année, la prévalence observée dans le troupeau vacciné va diminuer. Je vous montrerai les résultats tout à l'heure. Alors, on va pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Ce que je veux, c'est que vous reteniez le principe. Vous voyez dans la bulle bleue en haut que le calcul, il est basé sur cette prévalence ou sur l'importance de la circulation, l'importance des animaux contaminés dans le vache. On a considéré que chaque vache et génisse contaminée par de la fièvre Q avait un impact et toutes les règles, ce sera la diapo d'après, et toutes les règles, elles ont été basées sur la présentation qui a fait tout à l'heure Raphaël. Donc on retrouve ici tous les paramètres clés qui sont de la littérature. Alors, si je le détaille très rapidement, les 2 premières lignes sont les lignes d'avortement. Donc, on a considéré que quand il y avait de la fièvre Q sur un animal, on avait un risque supplémentaire d'avortement. Le risque relatif, c'est celui que vous a donné tout à l'heure. Et je reviendrai tout à l'heure sur le coût unitaire de 500 €. On a, uniquement pour l'avortement, on a aussi un bénéfice, c'est-à-dire qu'une vache qui est contaminée par de la fièvre Q qui va être vaccinée va avoir une légère diminution du risque relatif d'avortement dans le troupeau. Donc, ce risque-là a aussi été intégré dans notre calcul, c'est la 2e ligne. Pour les lignes suivantes, ce qui est très important de comprendre, c'est non pas le risque relatif qui est très classique, qui est celui de la littérature, mais c'est l'évaluation économique. Pour rétention placentaire et pour métrite, vous voyez que le coût que l'on a intégré, le coût initial par cas est relativement faible. Pourquoi? Parce que ici, on a uniquement intégré le coût du traitement. Et on n'a pas intégré les conséquences de court ou moyen terme qu'il va y avoir. Si vous avez une rétention placentaire, vous avez un risque relatif d'avoir une métrite, une endométrite clinique. Donc, ces coûts-là ne sont pas intégrés dans la ligne rétention placentaire. Mais ils ont été intégrés par ailleurs dans les lignes du bas du tableau à travers une prolongation de l'IVV. Donc, c'est des choix de construction du modèle qui ont été faits. On aurait pu le construire différemment. C'est des choix que nous avons faits. Pourquoi on a fait ce choix? C'est pour ne pas surestimer. Ce qui était très important, c'est de ne pas compter 2 fois les conséquences que vont avoir une rétention placentaire à moyen terme sur l'IVV. Donc, nous, on a tout mis sur l'IVV dans les dernières lignes du tableau et on a compté dans la ligne rétention placentaire uniquement le coût du traitement que l'on peut faire bouger. Vous aurez là cette possibilité tout à l'heure. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ici, ce qu'on veut estimer, c'est uniquement le coût du traitement. Donc pareil pour la métrite.
Pour les 4 derniers, à partir du fond du tableau maintenant, pour les jours supplémentaires d'IVV, lorsqu'on regarde des troupeaux avec circulation fièvre Q et qu'on compare à des troupeaux sans circulation, ça a été démontré ça a été explicité par Raphaël, on observe un allongement moyen de l'IVV. Donc nous aujourd'hui, dans notre calibration, on a retenu 14 jours en moyenne et on va multiplier par un coût unitaire. Ici, je l'ai mis à 4 €, on pourra rediscuter tout à l'heure. On a une diminution, l'avant-dernière ligne en partant du bas, on a une diminution de la réussite à l'insémination artificielle. Et là aussi, on va intégrer ici le coût unitaire de l'insémination et pas la dégradation des performances de reproduction sur les autres paramètres de reproduction. Pour les retours en chaleur et pour la réussite à l'IA1, alors on a fait ici encore une simplification supplémentaire. L'idée était ici de ne pas compliquer le modèle. Et pour ne pas trop compliquer le modèle, on a, avec une règle de 3, donc de manière assez rustique, mais finalement qui marche pas trop mal, on a essayé de transformer ces indicateurs en jours ouverts ou en jours d'IVV supplémentaires, à la fois pour les vaches et pour les génisses. Donc, cette transformation que l'on a fait a été réalisée pour simplifier le modèle. Alors pourquoi on s'est permis de faire ça? On s'est permis de faire ça parce que ces deux composantes vont finalement assez peu influencer le résultat final. Donc en économie, on considère que si notre résultat final est très peu sensible à certaines composantes, on peut faire une approximation, même si cette approximation est un peu, entre guillemets, abusive. Et vous voyez, par exemple, la dernière ligne, on est à 14 jours d'IVV pour chaque situation, alors que dans la troisième et quatrième ligne, en partant du bas du tableau, on est plutôt à 2-3 jours supplémentaires d'IVV. Donc l'importance est vraiment plus faible pour les retours en chaleur et réussite à l'IA1 par rapport à l'effet direct de l'intervalle vélage-vélage, d'où cette simplification. Alors, un petit commentaire sur les coûts unitaires. Vous avez vu, on n'a pas forcément exactement les mêmes montants avec Raphaël. Alors, c'est tout à fait normal et j'ai fait exprès d'utiliser des montants un peu différents ici pour insister dessus. Alors, les deux coûts qui sont vraiment importants et que vous pourrez modifier dans votre calcul final, c'est le coût de l'avortement. Donc, tout à l'heure, Raphaël a dit 400-800 €. Il a tout à fait raison. C'est un coût unitaire d'avortement et un coût assez variable. C'est lié à beaucoup de paramètres, en particulier le stade d'avortement. C'est lié à la prévalence d'avortement qu'il va y avoir aussi dans le troupeau. S'il y a juste quelques vaches qui avortent, s'il y a beaucoup de vaches qui avortent, les pertes de production par cas d'avortement vont bouger. Ça va dépendre du prix du litre du lait, ça va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Cette frange de 400-800 € me paraît assez réaliste. Moi, j'ai pris là une version plutôt basse à 500. Je pense qu'on peut assez facilement prendre 600, voire plus en fonction des élevages. C'est d'autant plus important qu'on est dans une phase actuellement avec un prix du litre de lait qui est relativement élevé, une inflation qui est aussi élevée. Donc, on aura tendance à augmenter ces coûts unitaires actuellement dans le contexte actuel. Pour le coût unitaire de l'IVV, on est sur une tranche de 3 à 5 €. Et là aussi, ce coût donc varie quand même de manière substantielle. Et il y a plusieurs sources connues de modification, de variation, du coût unitaire du jour de l'IVV. Les principales sont l'IVV moyen du troupeau. Un jour supplémentaire d'IVV sur un troupeau qui est à 390 jours, c'est beaucoup plus faible qu'un jour supplémentaire d'IVV dans un troupeau qui va être à 420 jours d'IVV en moyenne. Donc, quand notre IVV se dégrade, le coût unitaire va être beaucoup plus important. Le deuxième, ça va être le prix du lait ou le prix de production de lait. Donc, tous les paramètres économiques entre coût alimentaire, on marche sur coût alimentaire si vous voulez, coût alimentaire, prix du litre de lait qui va aussi influencer le coût unitaire, coût d'un jour supplémentaire d'IVV. Donc, en fonction de votre élevage, vous pouvez faire varier ces paramètres et le coût unitaire de l'avortement, le coût unitaire d'IVV vont être des paramètres qui vont influencer de manière non négligeable, pas de manière extraordinaire, mais de manière non négligeable.
Donc c'est intéressant pour vous de l'avoir en tête parce que ça vous permet, ce que je vous conseille, c'est de prendre un prix qui soit réaliste, donc plutôt dans la fourchette, on va dire, supérieure, surtout aujourd'hui, en fonction du contexte que je vous ai expliqué à l'instant, mais aussi de le faire varier. Parce qu'en le faisant varier, en particulier en faisant varier vers le bas ce prix-là, ça vous permet de faire une étude de robustesse, vous dites, de sensibilité, mais aussi de robustesse. Est-ce que ce que je raconte, est-ce que ma conclusion, elle est vraie, jusqu'où elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie en prenant un coût d'avortement très très bas? Est-ce que elle est vraie en prenant un coût de jours supplémentaires d'IVV très bas? C'est pas forcément quelque chose que vous allez présenter à votre éleveur lorsque vous voudrez discuter avec votre éleveur, mais c'est au moins pour vous, pour avoir une idée de la robustesse de votre conclusion, de votre diagnostic. Et une fois que vous avez fait cette analyse de sensibilité, vous gardez votre résultat qui vous paraît le plus vraisemblable. Diapositive suivante. Alors, juste pour vous donner deux indicateurs, l'idée, c'est pas d'avoir des résultats généraux, c'est pas de donner des grandes conclusions sur le coût de la fièvre Q. L'idée, c'est principalement d'avoir un outil qui soit utilisable en élevage. Juste pour vous montrer, je ne vais pas vous détailler les paramètres qui ont permis d'obtenir ces résultats, mais vous voyez que si on part d'une prévalence de 20%, notre modèle permet, sur 3 années, de voir comment évolue cette prévalence. Et avec une vaccination, donc une vaccination au schéma complet, on est une baisse à 13% la première année, donc l'année qui suit la vaccination. On descend à 4% et on va descendre progressivement en éliminant les vaches séropositives, en considérant que la vaccination va protéger tous les animaux qui au départ étaient séronégatifs, donc sont protégés de la fièvre Q. On va arriver à une prévalence très faible. Et on a une évolution qui est à peu près, bien sûr, différente, une baisse plus faible, mais qui est dans des proportions aussi assez intéressantes pour une prévalence initiale de 40%, la colonne de droite. Si maintenant on regarde qu'est-ce qu'on obtient en termes d'économie sur des paramètres moyens. Donc pour obtenir les résultats de la partie économie, on a un avortement qui est à 750 € et on a un IVV qui est à 4 €. Donc on est sur la fenêtre plutôt haute, sans être totalement au maximum, mais sur une fenêtre plutôt haute, réaliste de paramètres clés. On observe dans ce cas-là que on est à une prévalence de 20%, prévalence initiale de 20%. On obtient une rentabilité de la situation, donc on arrive à rembourser notre vaccin et ensuite à gagner de l'argent par rapport à la non-vaccination dès la 2e année. Et si on est avec une prévalence de 40%, on a sur investissement qui est dès la première année suivant la vaccination. Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense que c'est juste ce qu'il faut, voilà, du bénéfice net sur une prévalence au bout de 3 ans. Pardon. Sur le bénéfice net au bout de 3 ans, l'ordre de grandeur, on est autour de 3 000 € sur une prévalence initiale de 20% et on est à plus de 10 000 €, presque 12 000 € lorsque notre prévalence initiale était de 40%. Donc vous voyez qu'on est sur des montants relativement importants et même si on a de la variabilité autour, de la variabilité économique, en particulier sur les paramètres que j'ai indiqués précédemment, on a vraiment des conclusions qui montrent un intérêt économique de la vaccination. En conclusion, je voudrais vous remercier, tous les intervenants, de la qualité de vos interventions, remercier tous les participants qui nous ont suivis jusqu'à maintenant. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite des travaux de ce comité et notamment vous informer que on est en train de se rapprocher de la médecine humaine avec un certain nombre de contacts dans cette de professeurs et de médecins qui sont intervenus sur des épisodes de fièvre Q en humaine et il y a de grandes chances que un prochain webinaire soit consacré à ce sujet et ça nous permettra aussi de compléter notre jeu de fiches techniques à destination des vétérinaires et des éleveurs, des jeux de fiches à destination des médecins. Parce qu'on a encore une réunion cet après-midi avec les médecins et on se rend compte que on partage les mêmes objectifs, on partage les mêmes déficits de connaissances en matière d'épidémiologie et de recherche et on a un grand boulevard qui s'ouvre à nous
de collaboration entre les deux professions et complètement en phase avec le concept One Health, mais de façon complètement opérationnelle. Merci à tous, merci à toutes et à tous, et puis je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.